La session de juin a tenu toutes ses promesses. Le débat d'orientation budgétaire a permis au gouvernement de présenter ses priorités pour la triennale 2025-2027. Les échanges avec les parlementaires ont permis de mieux connaître les préoccupations des populations. Cette session, c'est également une dizaine de lois votées, parmi lesquelles celle prorogeant le mandat des députés jusqu'à mars 2026. Notre invité est l'honorable Mathurin Germain Bindoua, député de la circonscription électorale du Djaïlobo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition de l'Automne du Parlement. Pour commencer, voici les dernières nouvelles à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le tout nouveau président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dès son retour au pays natal, s'est rendu au cabinet du chef de chambre, le très honorable Kavaï Yegedibril, toutes affaires cessantes. Après avoir rendu grâce à Dieu, il était normal que revenu au Cameroun, que je vienne vers Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Cameroun pour d'abord rendre compte de ce qui s'est passé à Montréal au Canada et puis surtout le remercier pour toute la sollicitude qui a été la sienne à mon endroit, à l'endroit de la délégation camerounaise que j'avais le privilège de conduire là-bas. Le président de l'APF, dans un même élan, a décliné sa feuille de route. L'Assemblée parlementaire de la francophonie est structurée comme un parlement tout à fait classique. Vous avez d'abord la promotion de la langue française, les valeurs de l'état de droit, les valeurs démocratiques, le genre et l'environnement qui s'est inscrit également. Le président Hilarion Eton a été chaleureusement félicité par le très honorable Kavaï Yegedibril. Le président de l'APF peut être rassuré, il bénéficiera du soutien total de l'Assemblée nationale et du chef de la diplomatie camerounaise, son Excellence M. Paul Biya. Le Sénat, deuxième institution de la République, veut, après 11 années d'existence, présenter le visage d'une administration exemplaire. Marcel Nyadifendi, aux commandes depuis la mise en place de la Chambre, tient à la bonne gestion de cet organisme. Cela a été rappelé au cours de cette réunion du bureau. Le souci du président du Sénat, c'est de veiller à ce que le Sénat avance. Il veut améliorer le Sénat pour que le Sénat réponde à ce qu'on attend, ce que la nation, ce que le président de la République attend. Veiller au bon fonctionnement des collectivités territoriales, mais pour jouer ce rôle, il faut que la structure Sénat ne soit pas bloquée par quelques pesanteurs. Des écarts ont été récemment observés dans la gestion de l'institution. Des mesures conservatoires ont été prises pour préserver l'essentiel. Le président du Sénat est conscient de ce que pour avancer, il faut assainir. Il faut assainir sur tous les aspects du problème, l'aspect financier, l'aspect du personnel, etc., le fonctionnement régulier. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce qu'il a fait. Ces précisions viennent confirmer la sortie de Marcel Nyadifendi à l'ouverture de la session de juin 2024. Je suis là, je continuerai à être là. Il faut que je persévère. La maladie passera, mais nous resterons. La cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire de l'année en cours a drainé du beau monde. Autour du chef de chambre, le très honorable Kavaï Yegedibril, le gouvernement presque au complet sous la houlette du Premier ministre Joseph John Gouté, le vice-président du Sénat Robin Kili, le corps diplomatique et de nombreux autres invités. Au chapitre du bilan, le président de l'Assemblée nationale met à l'actif de cette session 3 séances de questions orales, le débat d'orientation budgétaire, le 4e congrès du Parlement, l'examen et le vote de 12 projets de loi, dont celui portant prorogation du mandat des députés. 4 consultations majeures qui auraient installé le Cameroun dans un cycle électoral permanent tout au long de la même année. Les implications et autres perturbations sur le fonctionnement habituel du pays auraient été énormes, sans compter
le poids des charges dont le financement des opérations que cela aurait nécessité en une seule année. Au dernier jour de leur rencontre de juin, les sénateurs font le bilan d'une session pleine. Nous avons eu donc 11 projets de loi, 3 sessions de questions orales, le débat d'orientation budgétaire. En même temps, il y a eu la session du Congrès. Sentiment du devoir accompli, peut-être pas plus que ce qu'on pensait faire, mais ce sentiment qui m'anime, c'est que nous avons fait quelque chose de bon pour le pays. 11 textes adoptés avec un impact réel sur la vie nationale. J'ai été très intéressé par la loi sur les forêts. Ce projet de loi est important également en ce que les exportations de bois en grumes seront désormais interdites pour laisser place à la transformation locale. Le président du Sénat félicite les sénateurs pour le travail abattu, avec une mention spéciale à Mme Florence Awassom, secrétaire générale adjoint de la Chambre. Il demande de faire confiance au président Paul Biya pour ses choix judicieux en faveur du pays et de la jeunesse, avant d'inviter les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales et les sénateurs à intensifier la sensibilisation des populations dans l'objectif de préparer les prochaines consultations électorales. C'est ici que seront examinées et votées les prochaines lois. 93,5%, c'est le taux d'achèvement des travaux du projet de construction de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale. Ce qui reste, c'est la pose des moquettes et surtout l'équipement. Parce qu'il faut installer les fauteuils des députés, il faut installer tout ce qu'il faut dans les bureaux pour que ce bâtiment soit utilisé à partir du mois de novembre. Pour le comité de pilotage en visite, l'hémicycle de 400 places doté d'un plafond conique laisse déjà entrevoir les couleurs des prochaines sessions parlementaires. Salle de commission et bureau, à côté, salle de banquet aux 1000 lumières, le tout agrémenté de 14 ascenseurs. À l'extérieur, grand auvent intégré à l'ancien bâtiment de plus de 70 ans donne déjà des airs de modernité, de quoi en être fier. C'est un don de la Chine au Cameroun. Il faut que le Cameroun se montre digne de ce don. Et c'est pour cela que j'interpelle les administratifs et les hommes politiques, ceux qui décident, ceux qui donnent les moyens financiers, ceux qui signent les États et les décomptes, pour que tout le Cameroun puisse avoir la chance de voir ce qui se fait ici, qui est majestueux. Développement des secteurs productifs et industriels, amélioration de l'offre énergétique, poursuite des grands projets autoroutiers, tels sont quelques sujets retenus lors du débat d'orientation budgétaire. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, les échanges avec le gouvernement ont permis de connaître les priorités de la triennale 2025-2027. En guise de focus, nous vous proposons de suivre quelques extraits des échanges entre les députés et les sénateurs et les membres du gouvernement. Monsieur le ministre des Finances, dans les grandes orientations de la politique budgétaire, en matière de gouvernance, le recensement général de la population, qui est un indicateur dans les programmes économiques, n'est pas réalisé depuis 2005. Date du dernier exercice en la matière. Qu'est-ce qui empêche depuis lors la réalisation d'un autre recensement de la population? Effectivement, il y a un retard, parce qu'il y a un recensement général qui est prévu. Le retard a d'abord été dû au fait qu'on avait un projet de recensement général de l'habitat, et puis on a voulu greffer un autre recensement de l'agriculture et de l'élevage. Donc il y avait 2 recensements à faire, et puis la réflexion a conduit vers la nécessité de jumeler les 2 recensements pour en faire un seul. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle,
les choses ont évolué au niveau du ministère de l'économie et de la structure qui est chargée du recensement, et nous espérons tous que le recensement va se faire rapidement. Une autre crainte qui me taraude, qui me traumatise même à la fin, Monsieur le ministre, est celle de la fourniture d'énergie, de l'électricité ambiante, nécessaire pour le décollage industriel de notre pays. Vous l'avez relevé pendant les travaux en commission. Mais, Monsieur le ministre, j'aimerais savoir, par quel miracle, puisque les barrages principaux pouvant produire l'énergie escomptée sont déjà livrés et que rien de significatif ne se fait ressentir, et ceux non livrés sont butés par la volonté de votre gouvernement de maîtriser les dépenses, la qualité des dépenses dans la réalisation des ouvrages. En clair, comment comptez-vous procéder pour doter au Cameroun de l'offre énergétique nécessaire pour son décollage industriel? Je voudrais vous dire, honorable Ngo, ici, nous essayons d'être le plus sincère possible quand nous venons vous voir. Nous sommes le plus sincère possible en disant nous avons un gap dans le domaine de la fourniture de l'électricité. Comme vous le savez, cette année, on espère qu'en décembre, ça en sera fini avec la mise en exploitation totale du barrage de Nachtigal qui doit nous fournir 420 MW. Mais il se fait seulement, le ministère de l'économie a fait une étude qui démontrait que malgré Nachtigal, d'ici 2 ans, nous risquons encore d'avoir un déficit en offre d'énergie. Nous sommes obligés de vous le dire, parce que c'est la vérité. Mais le gouvernement ne reste pas les bras croisés. Avant même que nous n'en finissions avec Nachtigal, nous avons déjà lancé, nous avons mis en place une société de projet pour construire un autre barrage avec le même dispositif financier que le barrage de Nachtigal, que nous appelons le barrage de Kikot. La société de projet a déjà été mise en place entre Électricité de France et l'État du Cameroun, avec un partage au niveau du capital à 50-50. Et ce barrage de Kikot risque de produire plus que Nachtigal encore, parce qu'avec Kikot, nous aurions à peu près 500 MW. Il n'y a pas que Kikot, il y a d'autres barrages, Grand Éouin, etc. Grand Éouin, c'est d'ailleurs plus de 1000 MW. Notre invité est l'honorable Mathurin Germain Bindoua, député élu de la circonscription électorale du Djaïlobo dans la région du Sud. Il est membre de la commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale. Honorable Bindoua, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous sortez d'une session qui a vu l'adoption d'une dizaine de lois. Quel bilan en faites-vous? Je vous remercie déjà de me permettre de dire quelque chose au sujet de la session finissante, celle de juin, qui a vu un certain nombre de projets déposés. Vous venez vous-même de dénombrer, 10 à peu près. Et parmi les 10, vous avez certes des projets liés à la forêt, liés aux archives et éventuellement d'autres que je ne pourrais peut-être pas citer ici. On sait que la session de juin, c'est une session qui a cette particularité de connaître ce qu'on appelle le débat d'orientation budgétaire. Et le gouvernement, à travers le ministre des Finances, s'est présenté avec le document de programmation économique et budgétaire pour la triennale 2025-2027. Qu'avez-vous retenu de concret, de bien pour les Camerounais dans ce document de programmation? Alors, je voudrais déjà vous donner la genèse de ce document de programmation stratégique. C'est la volonté des États des pays de la sous-région CEMAC. Ces États se sont réunis, ont estimé que nous avons souvent fait une navigation à vue s'agissant de la préparation de notre budget. Et c'est pour cela qu'ils ont entrepris de mettre sur pied un document de stratégie qui pourrait donc permettre aux États, en prélude à la préparation de son budget, d'avoir un certain nombre d'indices et d'indications par rapport au budget futur. C'est la naissance
de ce que nous appelons aujourd'hui le débat d'orientation budgétaire, qui est un document, certes, de cadrage de la programmation économique à court et à moyen terme. Vous avez donc lu le document qui programme les activités de 2025-2027. Qu'est-ce qui vous marque dans ce document-là? Alors, c'est un document que nous pouvons établir comme étant une boussole. Et quand je dis boussole, vous pouvez bien vous rendre compte que la boussole inclut tout ce qui a trait au développement dans notre cité. Je prendrai de quelques exemples. Vous avez en bonne position les problèmes d'énergie qui battent un peu le plein en ce moment. Vous avez des problèmes d'eau, vous avez des problèmes de logement, vous avez des problèmes de route. Il me semble que si on se met à dénombrer, nous pouvons passer pratiquement toute la journée ici. Donc je n'ai pris que ces quelques éléments qui entourent le débat d'orientation budgétaire. Et justement, le ministre des Finances, lorsqu'on l'a entendu parler de ce document, il disait que l'une des priorités, c'était de renforcer le développement du secteur productif et du secteur industriel. Qu'est-ce qui est fait pour que l'implémentation de cette volonté-là soit réelle? Alors, le développement du secteur industriel émane déjà de la volonté du gouvernement de résoudre et d'implémenter l'import-substitution, qui est une volonté ferme de notre État du Cameroun. Et c'est pour cette raison qu'on a ciblé des secteurs qui pourraient générer une plus-value dans notre économie. C'est pour ça qu'on a parlé de l'agroalimentaire, c'est pour ça qu'on a parlé du bois, c'est pour ça qu'on a parlé des barrages hydroélectriques, et c'est aussi pour ça qu'on a parlé de la transformation minière, qui est un vœu du président de la République et qui pense pouvoir donner une plus-value à notre économie. Parlant de l'énergie électrique, on sait qu'un certain nombre de barrages a été construit, des barrages qui, malgré leur mise en fonction, n'ont pas pu résorber le déficit énergétique au Cameroun. Qu'est-ce que le ministre des Finances vous a dit pour vous rassurer concernant ce secteur-là? Écoutez, le secteur énergétique n'a pas que le barrage. D'un côté, nous avons le barrage, de l'autre côté, nous avons le transport, et plus loin, on a la distribution. Il faudrait qu'il y ait une synergie entre ces trois entités. Malheureusement, le travail n'est pas fait en équipe pour que ces choses voient le jour en même temps. D'un côté, pendant qu'on construit un barrage, celui qui assure le transport de l'énergie issue de ce barrage n'est pas encore prêt. Et ça pose un problème. Et c'est peut-être pour ça que les Camerounais ne sentent pas encore les changements en termes de ce qu'on nous annonce s'agissant de l'énergie qui est tant souhaitée par tous les Camerounais. Mais sur ce point précis, honorable, c'est vous, les députés, qui, n'est-ce pas, faites des propositions au gouvernement. C'est pour cela qu'il y a ce débat d'orientation budgétaire. Qu'est-ce qui est fait pour qu'il n'y ait plus ces couacs-là, qu'il y ait des barrages, mais que l'énergie ne puisse pas parvenir aux populations? Je voudrais vous rappeler à ce sujet que les lois nous sont déposées, envoyées à l'Assemblée par le chef de l'État. Nous, on légifère. Mais vous contrôlez l'action du gouvernement. Nous contrôlons l'action du gouvernement. Mais vous pouvez aussi vous rendre compte de ce que, dès qu'on a légiféré, les membres de l'exécutif s'occupent de la gestion. Et à ce niveau, il ne reste que le contrôle de l'action gouvernementale. Autre stratégie dans le plan triennal 2025-2027, la réforme foncière. C'est un sujet important pour vous? Oui, la réforme foncière est un sujet important, hautement important, parce que c'est même le nerf du problème. Il vous souvient que le président, lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier, il a mis un point d'orgue sur l'agriculture, laquelle agriculture ne peut mieux se faire et mieux se porter
qu'à travers le foncier. Alors, il faut de vastes terres. Il faut que nous ayons donc des terres. Il faut que les agriculteurs aient des terres. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cette raison que je m'en vais et j'en conviens avec vous que le problème foncier est un problème épineux que nous devons absolument résoudre. Mais vous n'avez pas encore reçu un projet de loi sur le foncier? J'avoue que les projets arrivent, repartent, mais dans certains projets, on en a déjà parlé, on a parlé du foncier. Mais le foncier, aujourd'hui, est un problème, j'allais dire, national. Et c'est gênant parce que quand un projet arrive, un projet de loi, nous, on pense que nous l'avons examiné tel que les Camerounais attendent. Mais à l'application, ce n'est pas tout à fait cela. Autre pan de cette programmation budgétaire, l'amélioration de l'environnement fiscal. J'ai déjà envie de vous dire que l'État a basé sa source essentielle sur les impôts. Mais maintenant, vous savez qu'il y a un adage qui dit aussi que trop d'impôts tue l'impôt. C'est le sentiment qu'ont les Camerounais en ce moment. Je vous prends par exemple le montant à payer pour une carte d'identité qui part de 2 800 à 10 000 francs. Ça pose un problème. Mais le ministre des Finances a dit qu'il n'y a pas véritablement une augmentation, étant donné que les 10 000 francs sont versés à un guichet unique qui prend en compte toutes les charges concernant la carte nationale d'identité. Sauf qu'on le dit à vous et à moi. Mais on ne l'a pas dit au dernier paysan qui vit à l'arrière-pays. Mais parce vous, sur le terrain, lors de votre tournée, vous allez Effectivement, le projet vient à peine d'être voté et adopté. D'accord ? Nous allons donc faire des descentes pour expliquer le bien fondé de ce projet de loi qui pourrait peut-être permettre à l'État du Cameroun d'engranger un certain nombre de recettes pour son essor. Lors du débat autour de ce document de programmation, on a entendu des parlementaires dire qu'ils auraient souhaité que le gouvernement les implique dès le début de l'élaboration du document de programmation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je voudrais vous avouer que, sans dire le contraire de ce que disent mes collègues, il me semble que ce sont les usages. Le parlementaire est au bout du chemin. On amène un projet de loi, vous examinez, vous validez, vous votez et le président promulgue. Donc ceux qui veulent être au début, vous n'êtes pas d'accord avec eux? Je ne l'ai pas dit. Mais je pense qu'il serait bon qu'on intègre le parlementaire dans la chaîne de banque de données. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand il faille qu'on choisisse des éléments qui vont concourir au développement de notre pays, le député doit être parmi ceux qui vont réfléchir à cela. Ce n'est pas le travail de l'exécutif, ça? C'est leur travail, mais aussi nous pouvons faire un travail à l'amont. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils nous amènent souvent ce que nous avons appelé plus haut le débat d'orientation budgétaire. C'est pour essayer de donner nos marques, faire nos suggestions et quelques recommandations. On revient à cette loi qui proroge le mandat des députés. Est-ce que vous avez pensé à maximiser sur le terrain cette année qu'on vous donne, n'est-ce pas, pour être encore plus présent auprès de vos populations? Si le président de la République a consenti de proroger les mandats des députés à l'Assemblée, c'est tout simplement parce qu'il a estimé que c'était nécessaire. Et on a parlé d'un calendrier électoral assez chargé. Oui. Assez chargé. Figurez-vous 4 élections au cours d'une année pour un pays en voie de développement comme le nôtre, c'est assez difficile. Je me dis que le président a dû penser à tout cela et pour ne pas hypothéquer le développement de notre pays, il a donc jugé utile de faire proroger les mandats des députés que nous sommes.
c'est aussi une chance pour les députés de se rattraper par rapport aux activités sur le terrain. Je ne peux pas forcément dire que c'est une chance. C'est une opportunité plutôt qu'on offre aux parlementaires que nous sommes. Et une opportunité soit de se ressaisir, soit d'essayer de rattraper ce qui ne l'a pas été et faire aussi ce pourquoi le président a fait proroger ses mandats. Honorable Mathurin Germain Bindoua, merci. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes ravis de savoir que vous étiez avec nous tout au long de cette édition. Merci de nous avoir regardés. Pour ceux qui ont raté cette édition, rendez-vous ce vendredi à 16 h devant votre petit écran.